nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, un événement important s'est déroulé à Cannes en France et plus précisément, c'était la réunion des G8, des grands, qui se sont réunis dans une tentative de trouver des solutions aux crises financières dans le monde, mais tout précisément à la Grèce qui passe par une crise où elle est presque dans l'impasse. En fait, les dirigeants du G20 se sont penchés aujourd'hui sur l'état économique de la Grèce et ils se sont déclarés très inquiets et avoir même menacé de ne plus donner un sou à la Grèce si elle ne se conformait pas aux accords conclus le 27 octobre à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs, conditions formulées par les dirigeants des pays de l'Union européenne, comme par exemple qu'il fallait vraiment serrer les taux et prendre plusieurs processus. La Grèce va soumettre ses demandes à un référendum le 4 décembre et selon la décision du référendum, sa présence dans la zone euro sera acceptée ou refusée. De toute manière, ça a été, comme l'ont déclaré les journalistes, déclaré comme un casse-tête que produit ou que cause la Grèce à la communauté ou à la zone euro. Et voyons plus de détails dans ce commentaire de Rim Samir. Les chefs d'État et de gouvernement des 20 principaux pays riches et émergents de la planète se retrouvent à la mi-journée pour une réunion de 2 jours à Cannes, la station balnéaire de la Côte d'Azur. Initialement, ce sommet devait être l'occasion pour la zone euro pour présenter l'accord conclu la semaine dernière à Bruxelles pour sauver la Grèce et endiguer la propagation de la crise de la dette qui menace des pays comme l'Italie et au-delà l'ensemble de l'économie mondiale. La présidence française du G20, qui transmettra vendredi le flambeau au Mexique, espérait obtenir des pays émergents, Chine en tête, une contribution à l'effort commun contre les risques d'une nouvelle récession. Mais la Grèce a semé les mois et bouleversé cette stratégie en annonçant lundi sa décision de soumettre à un référendum le plan européen. La réunion du G20 a donc été précédée mercredi soir à Cannes par un mini-sommet de crise des principaux dirigeants européens et du FMI qui ont convoqué le Premier ministre grec Georges Papandréou pour le sermonner. À l'issue de cette rencontre, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré que le référendum devrait porter sur l'appartenance de la Grèce à la zone euro, levant ainsi le tabou d'un possible abandon de la monnaie commune par un de ses membres. Les Européens et le FMI ont aussi agité la menace financière, affirmant qu'Athènes ne recevra la prochaine part de l'aide qui lui a été promise qu'après le référendum si elle finit bien par appliquer le plan européen. Or, l'État grec exsangue a un besoin vital de cet argent d'ici décembre pour éviter de se retrouver en cessation de paiement. Georges Papandréou a donc accepté d'avancer son référendum controversé qui devrait avoir lieu dans un mois, le 4 décembre. Les Palestiniens ont marqué un but important. C'était une victoire diplomatique importante, une victoire de taille, lundi dernier, lors de leur adhésion à l'UNESCO, qui est une instance internationale très importante. Il faut dire qu'il y a eu des ripostes, qu'il y a eu des réactions et qui n'étaient pas toutes positives. Les États-Unis ont annoncé suspendre leur versement à l'UNESCO. Une somme à peu près évaluée à 63 millions de dollars, qui n'est pas peu du tout. Et Israël a dénoncé une manœuvre palestinienne unilatérale, selon eux, qui ne changera rien sur le terrain, mais éloignera davantage la possibilité d'un accord de paix. Les Israéliens ont accéléré l'opération ou le processus de colonisation processus qui a attiré aussi des réactions telles que celles des États-Unis qui se sont dressés contre et qui ont demandé aux Israéliens de cesser ce processus. Il y a aussi d'autres réactions de la part de Moscou, par exemple, qui a demandé avec insistance au gouvernement israélien de s'abstenir de toute action
unilatérale qui préjugerait du résultat du processus de négociation sur les aspects du statut final des territoires palestiniens. Il faut dire aussi d'un autre côté que la France a appelé mercredi les États-Unis à ne pas suspendre leur participation financière à l'UNESCO, comme l'ont annoncé les États-Unis en rétorsion à l'admission lundi de la Palestine. Rim Samir a davantage d'informations à nous rapporter dans ce commentaire. Les Palestiniens ont obtenu un vote clair de la conférence générale de l'UNESCO qui réunit tous les États membres, 107 voix pour, 52 abstentions et 14 voix contre. La conférence générale décide de l'admission de la Palestine comme membre de l'UNESCO, dit la résolution. C'est vraiment un moment historique qui rend à la Palestine certains de ses droits. La Palestine est le berceau des religions et des civilisations, s'est félicité devant les États membres le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Riyad El-Malki. L'énorme majorité des pays arabes, africains et latino-américains se sont prononcés pour l'adhésion, de même que la France, qui avait pourtant émis de sérieuses réserves sur la démarche palestinienne. L'Union européenne s'est-elle divisée? 11 États ont voté pour, 11 se sont abstenus, dont le Royaume-Uni et l'Italie, et 5 dont l'Allemagne ont voté contre. Israël a décidé d'accélérer la colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée en réponse à l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO. Selon l'ambassadeur israélien Nimrod Barkan, les pays qui ont soutenu l'adhésion de la Palestine verraient s'affaiblir leur capacité à influer sur Israël. La pleine adhésion des Palestiniens, qui bénéficiaient jusqu'à présent du statut d'observateur, devrait provoquer l'arrêt de leur contribution financière à l'organisation, soit 70 millions de dollars et 22% de son budget. Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a déploré la décision des États-Unis de suspendre leur versement à l'UNESCO. Le chef de la Ligue arabe, Nabil El-Arabi, a estimé que la suspension des versements américains aurait un impact négatif sur le processus de paix. Une telle initiative américaine influe négativement sur les efforts visant à relancer les négociations de paix et entrave leur succès, a-t-il déclaré dans un communiqué publié au Caire, siège de la Ligue arabe. À Amman, le Parlement a condamné la décision américaine prise pour punir l'UNESCO après le vote juste et démocratique de ses États membres en vue de donner à la Palestine ce qu'elle mérite, selon l'agence officielle Petra. L'Iran a pour sa part salué l'admission de la Palestine à l'UNESCO et critiqué la décision des États-Unis de cesser leur versement à l'organisation internationale. Il y a un mode d'emploi concernant les primaires des élections présidentielles américaines. C'est-à-dire, ces élections-là, prévues du 6 novembre 2012, seront précédées d'un long processus qui permettra aux électeurs républicains de choisir leur candidat de manière à pouvoir affronter le président démocrate Barack Obama, candidat à sa succession. Les électeurs désigneront leur candidat lors d'élections primaires classiques ou bien dans de simples assemblées de citoyens, appelées caucus, organisés par État. Rim Samir a davantage d'informations à nous rapporter. Aujourd'hui, nous annonçons le processus d'Istanbul qui comprend un paquet global de mesures de confiance vers une coopération multilatérale, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie turque Ahmet Davutoglu devant la presse avec son homologue afghan Zalmay Rasoul au terme de la conférence intitulée Sécurité et coopération au cœur de l'Asie. Ces 13 pays sont l'Afghanistan, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Pakistan, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Tadjikistan, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et le Turkménistan, selon une déclaration finale adoptée par les 29 pays et organisations présents à Istanbul. Il s'agit d'aider l'Afghanistan dans plusieurs domaines, dont la sécurité, la reconstruction, la santé ou la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le trafic, selon M. Davutoglu. 13 autres pays, dont les États-Unis et la France et l'Allemagne notamment, ainsi que plusieurs organisations internationales comme les Nations Unies, l'OTAN et l'Union européenne, affirment soutenir cette nouvelle initiative régionale selon ce document. M. Davutoglu a affirmé qu'un échec de la communauté internationale en Afghanistan aurait des implications globales.
Les pays impliqués dans ce processus se retrouveront en juin 2012 à Kaboul. Ils s'engagent par ailleurs à résolument combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et l'extrémisme, ainsi qu'à empêcher la présence de sanctuaires pour les terroristes et le terrorisme dans la région. À l'ouverture de cette rencontre, le président afghan Hamid Karzai a demandé à la communauté internationale de plus de solidarité et de coopération en faveur de son pays, affirmant que la paix demeurera illusoire tant que le terrorisme ne sera pas éradiqué en Afghanistan. M. Karzai a déploré la poursuite d'attaques impitoyables et destructrices d'insurgés islamistes visant son pays, organisées depuis des sanctuaires situés en dehors de l'Afghanistan, allusion au Pakistan voisin. Le président afghan s'est déclaré favorable à un dialogue avec les insurgés talibans. Selon M. Karzai, un processus de paix ne pourrait pas réussir sans la participation du leadership de ce groupe, basé selon lui en territoire pakistanais. Eh bien, un des événements importants qui se sont déroulés la semaine dernière, c'est l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO et sa place permanente, la place qu'elle a, et c'est un événement qui est considéré, comme on l'a mentionné, plutôt symbolique, et c'est une réussite politique importante. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Odinga Iyas. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bienvenue avec nous. Merci. L'adhésion de la Palestine est une étape très importante pour la Palestine. On aimerait en savoir plus de votre part, l'intérêt de cette démarche. Oui, c'est ce qu'on a souligné tout à l'heure. Vous avez bien sûr souligné ça au niveau de votre introduction, que c'est une étape importante, puisque c'est vrai que c'est très significatif et également symbolique, puisque c'est une étape qui précède, n'est-ce pas, ce grand moment, ce grand événement qui aura lieu au niveau de l'ONU, leur adhésion, n'est-ce pas, à l'ONU, puisque l'UNESCO également fait partie de l'ONU. Donc, je crois qu'ici, c'est vrai, c'est une victoire d'abord tout à fait, n'est-ce pas, très symbolique pour l'État palestinien qui aspire, n'est-ce pas, à son indépendance. Et je crois que d'ici les prochains mois ou les prochaines semaines, nous allons assister, n'est-ce pas, à un moment tournant, n'est-ce pas, dans ce conflit israélo-palestinien, je crois. Et il y a eu des réactions très différentes. Évidemment, il y avait des pays qui étaient pour et des pays qui étaient contre. D'après vous, les pays qui étaient contre, pourquoi est-ce qu'ils se sont dressés contre cette démarche ? Puisque c'est ça, puisque c'est un conflit qui date de très longtemps. C'est actuellement l'un des plus vieux conflits, n'est-ce pas, que connaît ce monde. Le refus de certains États, c'est tout à fait normal. Nous, tout ce qu'on veut, il y a un flou qui règne actuellement, n'est-ce pas, dans ce problème. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, par exemple, pourquoi les États comme les États-Unis ou l'Allemagne se sont abstenus, n'est-ce pas, à porter leur voix, n'est-ce pas, pour cette adhésion des Palestiniens au niveau de l'UNESCO. Et d'après vous, pourquoi? Est-ce que c'est en guise de soutien à Israël? Bien sûr, c'est en guise de soutien à Israël, bien sûr, puisque les États-Unis est un allié incontournable, n'est-ce pas, pour Israël, et même inconditionnel. Et bon, au niveau de l'Allemagne, il y a cette petite hésitation. On ne peut pas dire que l'Allemagne est tout à fait, n'est-ce pas, alliée à l'Israël, puisque l'Allemagne, tout à l'heure,
n'est-ce pas, à essayer d'amener, d'interpeller Israël à ne pas poursuivre, n'est-ce pas, la colonisation. Et je crois que ici, ces États-là, vous allez voir, n'est-ce pas, plus de 106 voix qui ont apporté, n'est-ce pas, qui ont donné, n'est-ce pas, leur aval au niveau de l'adhésion, n'est-ce pas, de la Palestine à l'UNESCO. Mais lorsqu'on voit, par exemple, sur 57 ou 56 ou 57 États, c'est 57% de voix, n'est-ce pas, ou de refus, sur 107 voix ou bien 106 voix, n'est-ce pas, d'affirmation, je crois que c'est d'abord une réussite pour les démarches entreprises, n'est-ce pas, par les Palestiniens. Et également, je crois que ces États, les États-Unis et l'Allemagne, vont se faire face, c'est vrai, à une démarche très, très diplomatique, puisque si vous constatez bien, il n'y a pas seulement... vous allez voir des continents comme les États, la quasi-totale, n'est-ce pas, des États africains, ont apporté, n'est-ce pas, leur soutien, et la quasi-totalité des États asiatiques aussi ont apporté leur soutien, et aussi les latino-américains. Donc je crois qu'ici, les États-Unis, pour une fois, on dira que la logique a été logique. On a pour une fois respecté la logique, malgré le refus de certaines personnes. Et c'est ce qu'on aimerait voir aussi au niveau de l'ONU, que la logique, n'est-ce pas, soit respectée. Et il ne faudrait pas que la voix d'un seul État puisse compromettre, n'est-ce pas, à la bonne marche, n'est-ce pas, de la paix au niveau du Proche-Orient. Monsieur Hilas, j'aimerais discuter un petit peu la réaction des États-Unis tout d'abord, qui est pour moi une réaction très contradictoire. Tout d'abord, les États-Unis ont suspendu carrément la somme qu'ils versaient à l'UNESCO. Et c'est une somme qui est très importante. Et d'un autre côté, ils ont vraiment se sont déclarés déçus du mouvement de colonisation qui s'est accéléré en Israël. Abordons d'abord le premier volet. Comment voyez-vous un petit peu cette réaction très à la hâte qui est la suspension? Que tente-t-il de faire là? Puisque je vous ai tout à l'heure dit que les États-Unis demeurent, n'est-ce pas, un allié incontournable et même inconditionnel pour l'État hébreu. Et quelque part, les États-Unis ont toujours voulu être, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, de la réussite, n'est-ce pas, de l'État même, de l'existence de l'État palestinien. Donc pour l'État hébreu, parce que le refus des États-Unis vient des États hébreux. Ça c'est sûr, parce que si aujourd'hui les États-Unis qui donnent près de 22%, n'est-ce pas, de sa participation au niveau de l'UNESCO, arrêtent complètement cette participation, ça va également, ça nous fait comprendre que les liens qui existent entre les États-Unis et l'État hébreu est un lien très, très, très cordial et très étroit. C'est clair, mais je veux dire, cette démarche-là, c'est une grande pression, c'est une sanction économique importante vis-à-vis de l'UNESCO. Que risque cette organisation alors? Puisqu'il y en aura bien sûr des concessions. Je crois que plus que les États-Unis, je me dis que l'UNESCO, n'est-ce pas, avait prévu ce genre de réaction, et même l'ONU avait prévu également ce genre de réaction. Donc ici, là, ça va demander à ce que l'UNESCO puisse avoir d'autres voix, n'est-ce pas, qui viendront combler, n'est-ce pas, ce vide que les États-Unis va laisser, n'est-ce pas, dans cette participation. Ça va demander à ce que les États membres puissent revoir à la hausse également, n'est-ce pas, leur participation. Ça va demander à ce que même la Ligue arabe puisse essayer, n'est-ce pas, d'apporter un peu plus, n'est-ce pas, dans sa participation. Et également, la Palestine aussi va vouloir, n'est-ce pas, aller de l'avant dans sa participation. Donc, je me dis que c'est un sacrifice que l'UNESCO ici a voulu faire. Et nous allons voir. Et également, la voix de la France aussi a été importante, n'est-ce pas, dans cette adhésion. Donc, nous allons voir d'ici là comment les choses vont évoluer. Est-ce que cela ne va pas compromettre aussi l'adhésion de la Palestine au niveau de l'ONU ou pas? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines. Et pensez-vous qu'au cas où l'UNESCO ne réussirait pas à combler ce manque financier, est-ce qu'il pourrait céder et entraver ou se dresser contre la présence de la Palestine ultérieurement? Non, mais c'est fini, puisque s'il y a déjà eu c'est difficile, puisqu'il y a déjà eu des élections, il y a déjà eu des voix. C'est fini. Donc, je ne crois pas que le problème reste au niveau de l'ONU, ce n'est pas au niveau de l'UNESCO. Au niveau de l'UNESCO, c'est déjà fini, c'est vrai. Il y en aura des difficultés financières, mais je crois que l'UNESCO va essayer, n'est-ce pas, de voir. Et je me dis que c'est quelque chose qui avait été déjà préparé de l'avance. Et ce n'est pas la première fois qu'il y ait ce genre de réaction, n'est-ce pas, de la part des États-Unis.
Donc l'UNESCO va essayer de voir, n'est-ce pas, d'autres voies, d'autres moyens qu'elle va essayer de combler, n'est-ce pas, ce vide laissé par les États-Unis. Et comme je vous ai dit, il va demander certains États, les États membres comme la Ligue arabe et ses États également, et peut-être quelques alliés, n'est-ce pas, quelques États qui sont membres permanents comme les États de l'Amérique latine, de revoir à la hausse leur participation. Et je crois que lorsqu'ils vont essayer, n'est-ce pas, d'adopter ce genre de démarche, je crois que le vide sera comblé par ces États-là. Par contre, et sur un autre plan, les États-Unis se sont déclarés déçus de la démarche concernant l'accélération du colonialisme dans les territoires occupés. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont déçus et dans si ils ont pris une telle initiative justement pour punir l'UNESCO face à l'adhésion de la Palestine, comment se fait-il qu'ils se dressent contre cette accélération? La déception, c'est tout à fait normal puisque les États-Unis, n'est-ce pas, ont toujours été de la sorte. Mais je vous ai dit au départ que pour une première fois, si vous constatez bien, n'est-ce pas, ce conflit israélo-palestinien, pour une fois, les États-Unis, avec ce gouvernement de Netanyahou, a toujours adopté un ton aussi un peu sévère, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce gouvernement. Au départ, vous avez constaté que ce gouvernement n'était pas prêt, n'est-ce pas, à aller de l'avant dans le processus de paix. Donc, à chaque moment, les États-Unis essaient, n'est-ce pas, de rehausser sa voix. Et c'est ce qui a même peut-être motivé plus les Palestiniens à aller de l'avant dans cette démarche unilatérale, n'est-ce pas, à voir leur État exister. Donc, ce propos tout à fait démagogique, moi j'appelle ça de démagogique, va toujours avoir lieu, n'est-ce pas, de la part des États-Unis, puisque, pour ne pas dire à Israël, mais vraiment nous sommes désolés, nous n'avons pas d'autre possibilité, c'est comme ça, c'est la démocratie, c'est la vie, nous on est là pour promouvoir, n'est-ce pas, la paix et la démocratie partout dans le monde. Et comment voyez-vous l'avenir du processus de paix à la lumière de cette crise ? À la lumière de cette crise, c'est ce qu'on peut voir, n'est-ce pas, le point crucial, n'est-ce pas, de cette crise, c'est la capitale, en fait. Si vous voyez bien, ce qui bloque l'avancement même de ce processus de paix, c'est au niveau de la capitale la capitale des deux États. La Palestine veut que la Jérusalem-Est soit sa capitale. Et également, l'État hébreu n'est pas d'accord. Donc, c'est là où existe le blocage. Si vous constatez bien, depuis qu'il y a eu l'adhésion, n'est-ce pas, de la Palestine au niveau de l'UNESCO, l'État hébreu a essayé d'intensifier, n'est-ce pas, la construction de ces colonies au niveau de la Cisjordanie, également au niveau de Jérusalem-Est. Tout ça, c'est pour prévoir peut-être une éventuelle adhésion, n'est-ce pas, de la Palestine au niveau de l'ONU, parce que là, ça lui fait peur déjà, parce que là, elle est en train de voir qu'il faut faire vite. Mais il y a aussi le problème des frontières aussi qui est vu. La frontière, n'est-ce pas, de juin 1967, qui est également mis sur la table de négociation. Et là aussi, c'est aussi un autre problème. Parce que si vous respectez, n'est-ce pas, que les frontières de juin 1967 soient respectées, ce qui veut dire que beaucoup de ces colonies qui ont été construites, n'est-ce pas, par l'État hébreu, vont être, n'est-ce pas, ça sera obligé, n'est-ce pas, de les enlever. Et je crois que nous allons voir dans les prochains jours un peu, n'est-ce pas, l'hostilité peut-être, ou bien cette position hostile de la part d'Israël vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'État hébreu. Et qui est même déjà là, parce qu'on voit déjà des mesures de rétorsion adoptées déjà par l'État hébreu vis-à-vis de la Palestine. Et pensez-vous justement que l'État hébreu va accentuer ces mesures de rétorsion à l'avenir ? Bien sûr, l'État hébreu va accentuer ces mesures de rétorsion, mais avec également un peu plus de méfiance. Parce que actuellement, l'État hébreu, n'est-ce pas, se fait face à ce printemps arabe. Donc, quelque part, n'est-ce pas, c'est difficile, hein, c'est difficile, je vous dis. C'est bien beau, n'est-ce pas, d'adopter ces mesures de rétention. Mais quelles seront les retombées de ces mesures? Est-ce que les retombées vont permettre, n'est-ce pas, un dialogue facile avec les Palestiniens? Est-ce que ce sont des mesures qui vont, tout à fait, ce sont des mesures qui vont aussi prouver son état d'âme, son intention vis-à-vis de ces Palestiniens? Est-ce que l'État hébreu veut vraiment que la Palestine puisse voir le jour? Est-ce que l'État hébreu est pour que cet État, n'est-ce pas, puisse naître? C'est la question que les Palestiniens et les Arabes vont se poser. Et vous, d'après vous, quelle est la réponse d'après vous?
Moi, je me dis que c'est la contrainte. On dit toujours que la nécessité fait loi. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est une contrainte. Lorsque le nouveau gouvernement israélien venait au pouvoir, tout le monde se disait, mais c'est difficile qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un dialogue ferme avec ce nouveau gouvernement qui est tout à fait très, comment dirais-je, fondamentaliste dans sa position. Mais on a vu, ça fait quelques jours, vous avez vu les échanges des prisonniers avec 1000 et quelques prisonniers et un seul prisonnier israélien. Je me dis que ce sont des contraintes. Quelquefois, même quand on n'a pas besoin, même quand on n'est pas d'accord de quelque chose, mais la contrainte nous pousse à accepter cette chose-là. Donc, si vous voulez que l'État hébreu puisse exister, il faut aussi réellement accepter que l'État palestinien puisse exister. Donc, je me dis que les prochaines semaines seront cruciales, et surtout même pour les États membres de l'ONU également, et la France aussi qui joue un rôle important. Et je me dis que déjà la France qui se met déjà comme étant le porte-parole, n'est-ce pas, de ce printemps arabe, va également se faire face à cette difficulté avec son allié également comme les États-Unis. Je crois que nous allons voir, nous allons assister, n'est-ce pas, à un théâtre des mouvements, n'est-ce pas, de la communauté internationale dans ce sens-là. Et d'après vous, quel est l'impact du printemps arabe sur la politique israélienne? Bon, c'est ce que nous sommes en train de voir. Puisqu'on parle, quand on parle du printemps arabe, on voit également le printemps arabe, n'est-ce pas, dans l'État palestinien aussi. On a vu la réconciliation entre les deux factions, le Fatah et le Hamas, dans le printemps arabe. On a également vu, n'est-ce pas, l'acceptation par le Hamas de ce gouvernement du Fatah, aller de l'avant, à être, n'est-ce pas, le porte-parole devant la communauté internationale. Je me dis que cet impact est tout à fait positif, parce que l'État hébreu est en train de se poser des questions. L'État hébreu a peur, n'est-ce pas, des pays voisins. Est-ce que ce ne sont pas, n'est-ce pas, des islamistes qui vont prendre le pouvoir? Est-ce que quand ils vont prendre le pouvoir, est-ce qu'il serait facile, n'est-ce pas, de dialoguer avec eux? Et comment nous allons faire, tout ça là? Et les États-Unis également qui ont soutenu, n'est-ce pas, ce printemps arabe, va se faire face aussi à des très grandes difficultés. Est-ce que la France également va se faire face aux très grandes difficultés? Je me dis que l'État hébreu, l'Israël, n'est-ce pas, se fait face à un destin n'est-ce pas, qu'il est obligé d'accepter. Parce que les États-Unis et la France ont été derrière, n'est-ce pas, ce printemps arabe. Et puisque les États-Unis et la France demeurent également l'allié principal d'Israël, l'Israël sera obligé, n'est-ce pas, de se laisser, n'est-ce pas, derrière, emporté par la décision, n'est-ce pas, de ces États. Est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis étaient derrière le printemps arabe, ou ils se sont mis derrière la force qu'ils ont estimée gagnante? Non, ils ont attendu de voir un petit peu. Dire que les États-Unis étaient derrière, c'est trop dire. On peut dire que les États-Unis ont soutenu. Est-ce que vous trouvez vraiment que les États-Unis ont soutenu le printemps arabe? Bien sûr, les États-Unis ont soutenu toujours les États qui aspirent à la démocratie, les États qui aspirent, n'est-ce pas, à la liberté. Donc, si vous constatez bien, c'est dans cette logique que les États-Unis ont soutenu le printemps arabe. Parce que, n'est-ce pas, ces États, n'est-ce pas, voulaient la démocratie, voulaient, n'est-ce pas, la liberté, voulaient, n'est-ce pas, aller de l'avant dans leur développement. Donc, je me dis que les États-Unis, ici, n'ont pas été à l'origine, mais les États-Unis ont apporté son soutien à cette révolution. Comment s'est révélé ce soutien? Comment pouvez-vous définir ce soutien? Mais ce soutien, ça dépend. Vous allez voir, par exemple, dans certains pays, comme peut-être il y a des pays qui ont eu, n'est-ce pas, le soutien financier des États-Unis dans ce sens-là. Il y a des pays qui ont eu des soutiens militaires et également financiers, comme la Libye. Vous allez voir des États comme la Tunisie qui ont bénéficié, n'est-ce pas, également de soutien financier, et peut-être aussi l'Égypte. Nous allons voir, c'est toujours ça. Mais dire que les États-Unis n'ont pas eu, n'est-ce pas, un mot, c'est-à-dire une voix, comment dirais-je, qui appelait ces gouvernements à quitter. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Les États-Unis n'est pas là pour chasser ces gens du pouvoir, mais les États-Unis est là pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter, de permettre à ces personnes qui sont là, n'est-ce pas, de respecter, n'est-ce pas, la voix du peuple. C'est ce que les États-Unis appellent respecter la voix du peuple. Le peuple demande à ce que la démocratie aille de l'avant. Donc vous êtes là pour respecter la voix du peuple et nous aussi, nous sommes avec le peuple. C'est dans cette logique-là que les États-Unis évoluent. Et à partir de cette logique-là, comment voyez-vous la démarche des États-Unis qui a justement sanctionné l'UNESCO? La Palestine aussi cherche à naître, la Palestine cherche à devenir un État indépendant et un État démocrate, et cependant les États-Unis, qui soutient les autres pays démocratiques, justement, a sanctionné une instance importante comme l'UNESCO. C'est justement pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que pour une fois, la logique a été respectée au niveau de l'UNESCO, et on veut que la logique soit également respectée au niveau de l'ONU. Quelque part, c'est ce qu'on attend, avec une seule voix, un veto au niveau de l'ONU.
tout, n'est-ce pas, remet en cause. Mais au niveau de l'UNESCO, malgré le veto, malgré le refus, malgré le rejet, n'est-ce pas, des États-Unis, nous sommes allés de l'avant. Donc, je me dis que la position des États-Unis n'est pas aussi à négliger, parce que peut-être que les États-Unis veulent qu'il y ait, n'est-ce pas, un compromis de part et d'autre. Les États-Unis veulent une paix durable entre les deux États. Donc, aller vite à la hâte aussi, les États-Unis ont peur. Donc, c'est à cause de ça que les États-Unis veulent d'abord qu'il y ait un dialogue direct entre les deux États, l'État palestinien et l'État hébreu, et avoir aussi des compromis, parce qu'on ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Évoluer vite, entre-temps, il y a le conflit, là, le problème n'est pas encore résolu, c'est difficile, n'est-ce pas, qu'on aille de l'avant. Donc c'est dans cette logique que les États-Unis veulent peut-être évoluer. C'est dans ce sens-là. Cette adhésion va certainement donner plus de pouvoir et de sûreté, ne serait-ce que de sûreté psychologique aux Palestiniens, aux dirigeants palestiniens. Bien sûr. Pour une fois, ils vont se sentir vraiment représentés dans une instance internationale importante. Bien sûr. Pouvez-vous spéculer un petit peu au sujet de la politique palestinienne, de la politique de l'autorité palestinienne à l'avenir ? Mais c'est ce que nous avons déjà constaté juste après, n'est-ce pas, l'adhésion de la Palestine au niveau de l'UNESCO. Juste là, on a vu le ministre a également déposé la demande à ce que la Bethléem, n'est-ce pas, soit également reconnue par l'UNESCO, puisque Bethléem regorge également, n'est-ce pas, des sites très touristiques, dont il veut que des sites aussi culturels, donc puisque l'UNESCO est là pour promouvoir, n'est-ce pas, ce domaine de culture. Donc nous allons voir, puisque la Palestine aussi regorge, n'est-ce pas, des sites très touristiques, nous avons Hébron, nous avons Bethléem également qui regorge, qui est déjà un État, une région symbolique au niveau des chrétiens, la naissance de Jésus-Christ. Donc je me dis que dans l'avenir, nous allons voir, la Palestine va évoluer dans ce sens-là. Et actuellement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils vont bénéficier, n'est-ce pas, de l'assistance de l'UNESCO. Ils vont bénéficier, n'est-ce pas, de la rénovation de certains de ces sites, la rénovation également de certains de ces domaines éducatifs. Donc, bien sûr, l'avenir est prometteur au niveau de la Palestine. Après, n'est-ce pas, cette étape importante, n'est-ce pas, de son adhésion, n'est-ce pas, au niveau de l'UNESCO. D'habitude, les Israéliens sont très bons à jouer en groupe, à former une sorte de lobby quand ils veulent quelque chose, et ils étaient très certainement contre l'adhésion de la Palestine. D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à se camper du côté des pays ou à formuler une sorte de pression avant l'acceptation ou l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO? Oui, c'est difficile, comme je vous ai dit au départ, lorsque les États-Unis ne sont pas tout à fait d'accord avec la manière dont gère, n'est-ce pas, le gouvernement palestinien ce processus de paix. Et vous allez voir, et il ne faut pas également négliger ce facteur, n'est-ce pas, du printemps arabe qui a aussi joué un rôle important également dans l'adhésion de la Palestine au niveau de l'UNESCO. C'est parce que si vous constatez bien, même la France au départ a un peu hésité, et à la fin, la France a donné sa voix et l'affirmation est là. Les États-Unis étaient déçus, n'est-ce pas, de la position de la France. Même l'Israël aussi était un peu déçu. Mais la France est allée de l'avant. Ça n'a pas empêché à ce que la France aille de l'avant. C'est difficile, hein, lorsqu'on se fait face à un continent comme l'Afrique, à peut-être une grande partie, n'est-ce pas, de l'Asie et également une grande partie de l'Amérique latine. C'est difficile, n'est-ce pas, de causer quoi que ce soit. Je crois que pour une fois, ils ont respecté la logique et la logique est là. Pourquoi pas? Pourquoi vous et pourquoi pas eux? Et c'est ça la question en fait. Et c'est difficile de répondre. Hein, pourquoi vous et pourquoi pas eux? Donc si on pose la question à n'importe qui, il serait vraiment difficile qu'il réponde, n'est-ce pas, totalement à cette question. Pour qu'il y ait égalité, il faut que l'État palestinien, n'est-ce pas, voir le jour. Et vous aussi, vous avez déjà vu le jour. Il faut accepter que l'État palestinien aussi aille de l'avant dans ce sens-là. Donc c'est un peu ça. Donc c'est cette logique qu'on veut que plus tard l'ONU puisse respecter, la logique que l'ONU a respectée, n'est-ce pas, au niveau de l'UNESCO. Donc ce sont des démarches stratégiques, hein. Ce sont des préliminaires aussi. Ce sont, n'est-ce pas, des démarches précurseuses, n'est-ce pas, au niveau de ce qui va se passer au niveau de l'ONU. Donc nous allons voir, comme je vous ai dit, que l'étape tournante de l'ONU sera importante. Et pensez-vous que les Palestiniens réussiront alors à gérer leurs problèmes internes, Fatah et Hamas et autres? C'est le souhait que nous sommes en train d'émettre actuellement, qu'il y ait, n'est-ce pas, cette union, n'est-ce pas, qu'il y ait ici ce dialogue interpalestinien entre eux. C'est justement pourquoi on a essayé de voir, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont essayé, n'est-ce pas, d'avoir quelques concessions internes, quelques compromis, ils sont allés de l'avant. Donc, tant que ces deux factions respecteront, n'est-ce pas, se respecteront, tant que ces deux factions s'uniront,
je crois que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Et nous allons voir, bien sûr, que l'État palestinien, ou bien le Fatah, ou bien le Hamas également, va essayer, avec l'aide de les pays comme l'Égypte également, qui est également un membre important, n'est-ce pas, dans ce processus de paix, avec la Ligue arabe, le soutien de ceux-là va permettre, bien sûr, avec à la Palestine d'aller de l'avant, puisque là, actuellement, le Hamas voit que tout est concret. Nous avons vu récemment l'Israël, n'est-ce pas, discuter avec le Hamas pour la libération de Shalit. Donc, quelque part, c'était inimaginable. Donc, je me dis que, quelque part, c'est déjà un pas important et c'est une réussite. Puisqu'actuellement, ils sont en train d'aller de l'avant, essayer, apparemment, n'est-ce pas, dans l'apparence, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Nous allons voir que plus tard, les démarches entreprises, n'est-ce pas, passer par la Palestine à cause de cette union. Mais si l'union n'est pas respectée, c'est difficile qu'ils aillent de l'avant. Il faut vraiment que l'union soit respectée pour qu'ils aillent de l'avant. Et au cas où Israël accentuerait ses ripostes contre les Palestiniens pour les punir de cette adhésion, pensez-vous que les pays qui ont soutenu l'adhésion de la Palestine soutiendront par la suite la Palestine? C'est pas possible. On a déjà vu l'Allemagne qui n'a pas apporté également son soutien, qui a directement en riposte contesté, n'est-ce pas, la réaction d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Donc, quelque part, l'Israël aussi est face, n'est-ce pas, au marteau et l'enclume. L'Israël est obligé, n'est-ce pas, de rester tranquille, essayer, n'est-ce pas, est obligé, n'est-ce pas, d'adopter d'autres moyens. Sinon, ces États qui lui ont soutenu se diront, mais pourquoi on t'a soutenu? Mais toi, tu essaies d'exagérer. Il faut essayer, n'est-ce pas, de rester tranquille, n'est-ce pas, savoir que ces États, et également les Palestiniens aussi, parce que si les Palestiniens ne se respectent pas, si les Palestiniens ne cessent pas d'attaquer l'Israël, si les Palestiniens ne cessent pas de lancer, n'est-ce pas, les requêtes au niveau de l'Israël, je crois que c'est difficile, parce que là, si les Palestiniens s'abstiennent, si les Palestiniens respectent, n'est-ce pas, cet État israélien, et que l'État israélien, maintenant, malgré le respect des Palestiniens, n'est-ce pas, tente, n'est-ce pas, de persécuter ce peuple, je crois que les États-Unis et peut-être l'Allemagne et d'autres États qui, n'est-ce pas, qui l'ont soutenu vont réagir. Ça, vont réagir. Oui, mais vous parlez des ripostes palestiniennes, mais vous ne pensez pas que ces ripostes palestiniennes étaient juste une tentative très naïve pour se défendre? C'est-à-dire les Israéliens, quand ils attaquaient les Palestiniens, c'était avec des chars blindés, avec des mitraillettes, avec des fusils, alors que les Palestiniens, à un moment donné, n'avaient que les pierres. Que feraient les Palestiniens dans ce cas pour se défendre si on va les sanctionner pour des tirs de roquettes éloignés ou pour des lancements de pierres? Comme je vous ai dit au départ, le plus difficile au niveau des Palestiniens, c'est, si vous constatez bien l'Israël, malgré, n'est-ce pas, de quelques divergences internes, quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'ennemi, quand il s'agit, n'est-ce pas, de la Palestine, ils deviennent tous unis, quel qu'en soit. Donc c'est ça le problème de la Palestine. Si, n'est-ce pas, la Palestine était unie, que le Hamas ou le Fatah soient unis, qu'il y ait, n'est-ce pas, un gouvernement d'union nationale, qu'il y ait un président, n'est-ce pas, qui va représenter tout l'État palestinien, je crois que cette démarche unilatérale, officieuse, parce que si vous constatez bien, ce que les Palestiniens ou bien la position de la Palestine ou bien de l'Israël, c'est pas que c'est une guerre entre l'Israël et l'État palestinien. Mais l'Israël dit qu'on est en train de combattre, n'est-ce pas, les factions terroristes au niveau de la Palestine. Et ces mêmes factions, n'est-ce pas, prétendues par Israël comme étant terroristes, ne reconnaissent pas également le pouvoir, n'est-ce pas, de l'autorité palestinienne. Donc vous constatez que c'est difficile dans ce sens-là, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Mais si, n'est-ce pas, ces partis palestiniennes reconnaissent tout à fait l'autorité, n'est-ce pas, de l'autorité palestinienne, je crois que quelque part, pour aller vers l'avant, pour aller vers la paix, il faut qu'il y ait des compromis. Il faut que chacun essaie, n'est-ce pas, de ne pas se cramponner, n'est-ce pas, sur ce qu'il pense, ce qu'il veut, pour qu'on aille de l'avant. Donc c'est dans ce sens-là. En fait, c'est vrai que c'est la légitime défense, oui. Mais la légitime défense aussi veut que ça soit, n'est-ce pas, dans un cadre, n'est-ce pas, un peu plus officiel, un peu plus avec un État, avec un président, avec un porte-parole. C'est pas d'une manière, comment dirais-je, d'une manière partielle et partiale aussi. C'est pas ce qu'on veut. En fait, ce conflit israélo-arabe dure un peu plus que 50 ans, presque 60 ans. D'après vous, comment se fait-il qu'ils ne sont pas parvenus jusqu'à maintenant à parvenir à un règlement, une résolution pacifique ou
n'importe quel règlement. Est-ce un blocage psychologique? Est-ce une accumulation tout au fil des années? Est-ce qu'il y a des partis qui en tirent profit? D'après vous, pourquoi? Non, mais c'est parce que, bon, c'est là, normalement, plus que les experts nous disent ça, mais c'est difficile parce que lorsqu'on essaie de voir cet État palestinien et l'État israélien, et nous allons voir que c'est vrai que le conflit a duré plus près de 50 ans, je dis bien, mais il y a des États, n'est-ce pas, comme les États-Unis et également la France, ou bien l'Allemagne, ou bien le Canada, qui peuvent également apporter, ou bien faire, n'est-ce pas, et avoir, n'est-ce pas, des rôles très très important et très déterminant, n'est-ce pas, dans la démarche, n'est-ce pas, de ces deux États. Vous allez constater que normalement, puisque ces États ont adopté, n'est-ce pas, des positions partiales vis-à-vis, n'est-ce pas, de la Palestine, ils n'ont pas été tout à fait d'accord avec la Palestine. C'est ce qui a joué ce rôle, c'est ce qui a fait naître au niveau de la Palestine, n'est-ce pas, ce sentiment d'animosité, cette haine vis-à-vis, n'est-ce pas, de la Palestine. Si ces États disait à l'Israël, nous ne sommes pas d'accord avec ta manière d'agir vis-à-vis de la Palestine. Nous ne sommes pas d'accord vis-à-vis de la... les choses vont aller de l'avant. Mais on a toujours constaté qu'il y a eu des discours démagogiques, mais qui n'est-ce pas, dépourvus de tout pragmatisme. C'est ce qui cause problème en fait. Donc nous, ce qu'on veut actuellement, tout ce que la Palestine veut, c'est qu'il y ait de l'avant, Mais je vous ai dit au départ que le véritable problème au niveau du blocage même de ce processus de paix, c'est d'abord deux choses. Il y a les frontières de 1967, et également la capitale, parce que l'Israël considère ici le Jérusalem-Est comme étant une terre sainte pour elle. Et la Palestine aussi considère cet État, cette ville, comme une terre sainte. Et là, c'est là où se situe le problème. Si il y a compromis, les deux parties essaient de s'asseoir, essaient, n'est-ce pas, de trouver un compromis entre... Est-ce qu'on ne va pas aller de l'avant? Est-ce que les États-Unis ont toujours adopté, n'est-ce pas, cette position ferme vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis des Israéliens? Si les États-Unis adoptent, n'est-ce pas, moi je vous dis que les États-Unis, pour moi, les États-Unis ont la clé. Les États-Unis possèdent également la clé. L'Israël donc s'ils voulaient, ils auraient fait quelque chose. Mais ils ne veulent pas. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas. Pour dire qu'ils ne veulent pas aussi, il faut essayer d'analyser. Pourquoi les États-Unis ne sont pas d'accord? Pourquoi? C'est ça la question en fait qu'on pose. Voilà. Je vous ai dit. Pourquoi? Les États-Unis, n'est-ce pas, considèrent Israël comme un partenaire, comme un allié incontournable. Comme un clou au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Israël est entouré, selon les États-Unis, n'est-ce pas, des pays arabes, c'est vrai, est entouré des pays arabes. Mais si, je vous ai dit bien, si on dit qu'actuellement les États-Unis ne sont pas d'accord, c'est une manière de dire que les États-Unis ont été injustes, mais les États-Unis ne veulent pas être accusés d'injustice. Les États-Unis veulent qu'il y ait, n'est-ce pas, d'abord le dialogue. C'est ça que les États-Unis sont en train de privilégier. Le dialogue entre qui et Entre qui? Palestiniens et Israéliens. Et qu'est-ce qui empêche le dialogue? Parce que les deux, chacun des deux partis, n'est-ce pas, resté cramponné dans sa position. Oui, mais quand les conditions sont tellement injustes, moi je prends le parti d'aucun côté, mais il y a eu quand même des injustices, c'est-à-dire vis-à-vis des droits des Palestiniens, vis-à-vis de leurs demandes. Des fois, ce n'était pas du tout logique. Et pour faire preuve de flexibilité, les Palestiniens devaient dire oui, d'accord. Mais ils avaient le droit quand même de négocier, surtout que les Israéliens sont des négociateurs très puissants. C'est ce qu'on a vu dans les années passées avec les différents gouverneurs, les différents présidents américains qui ont précédé. Ils ont essayé, n'est-ce pas, surtout même Bill Clinton, avant Bush, il y avait Bill Clinton qui a essayé de faire, n'est-ce pas, d'accentuer, n'est-ce pas, ces démarches, n'est-ce pas, en fait de trouver une solution à ce conflit, qui a même réussi, n'est-ce pas, à réunir les deux présidents, M. Arafat et également Ariel Sharon, le premier ministre israélien. Donc nous allons voir qu'après Bush, après Clinton, à l'arrivée de Bush, les choses ont essayé d'être un peu plus dures parce qu'on avait tendance à croire que le président américain George Bush était plus partial, était plus pro-israélien, vous voyez, donc ça causait problème. Donc aujourd'hui, nous allons voir, par exemple, il y a de cela quelques semaines, le président palestinien, n'est-ce pas, bon, a essayé, n'est-ce pas, de se rappeler de la position, n'est-ce pas, de la Ligue arabe vis-à-vis, n'est-ce pas, de la Palestine, il y a de cela très longtemps, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Bon, pour lui, il ne voyait pas ça d'un bon oeil. Il fallait que la Ligue arabe, n'est-ce pas, accepte, n'est-ce pas, ce compromis qu'il y a, n'est-ce pas, présenté il y a de cela très longtemps. Mais pour lui, c'est pas là le problème. Le problème est qu'on veut qu'il y ait les deux États. Mais est-ce qu'on ne veut pas aussi que l'existence des deux États soit fragile?
Parce qu'on veut que lorsque les deux États vont exister, on a vu le Soudan, vous avez vu l'exemple du Soudan. Donc, lorsque les deux États vont exister, il ne faudrait pas qu'il y ait de guerre. Donc, il faudrait que les deux États se respectent. Mais le problème, je vous ai dit au départ, ce n'est pas au niveau, n'est-ce pas, des départ. Le problème, c'est au niveau de la capitale. La capitale, n'est-ce pas, Jérusalem-Est, représente, n'est-ce pas, une ville importante pour les deux États. Est-ce que la Palestine est d'accord, n'est-ce pas, à laisser cette capitale et considérer Ramallah comme sa capitale? Si aujourd'hui la Palestine décide cela, vous allez voir que les choses vont évoluer. Mais la Palestine ne veut pas que la Jérusalem-Est ne soit pas sa capitale. Elle veut que la Jérusalem-Est soit sa capitale. Et l'Israël aussi est déterminé à ce que Jérusalem-Est soit, n'est-ce pas, une ville importante au niveau de ces États. Donc, moi, je me dis que le blocage se situe là. Le blocage se situe là. Donc, si les deux États acceptent à ce que cette zone soit une zone franche, n'est-ce pas, qui sera commandé par les deux États, il n'y a pas de problème, vous allez voir que les choses vont évoluer. Mais le problème, c'est que les deux États, chacun, n'est-ce pas, veut prendre le contrôle de Oui, mais il y a autre chose aussi. Il y a les frontières de 67, il y a le droit des réfugiés, et il y a d'autres points. Je pense que s'il y avait que ça, il serait peut-être parvenu à un arrangement, mais il y a d'autres points qui démontrent aux Palestiniens qu'ils font l'objet d'injustice. Donc, si je comprends bien, vous croyez que les États-Unis peuvent imposer, n'est-ce pas, à l'Israël ou bien à la Palestine, n'est-ce pas, de revoir, de laisser cette demande, cette revendication? Non, pas imposer, mais ils ont leur méthode quand même. C'est ça le problème. Les États-Unis n'imposent pas. Les États-Unis essaient, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, comment dirais-je, son point de vue, n'est-ce pas, d'apporter ses motivations, c'est d'apporter des solutions. Mais si on ne voit pas, n'est-ce pas, les intentions de part et d'autre sur le terrain, on ne peut pas ici, là, je crois bien, aller de l'avant dans ce sens-là. On ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est à cause de ça que la Palestine, les États-Unis considèrent les démarches de la Palestine au niveau de l'UNESCO d'une manière fragile, d'une manière, comment dirais-je, faible, parce que quelque part, c'est vrai, quelque part, ça va causer problème plus tard. Parce que pour elle, il faut aller de l'avant, il faut causer, il faut dialoguer avec les Israéliens. Il faut trouver des solutions d'abord sur vos conflits. Le conflit, il n'y a pas encore de solution. Vous voulez votre existence. C'est vrai. Mais est-ce qu'on va demeurer ainsi sans qu'il y ait un espace cet État? Donc pour les Palestiniens, il faut qu'il y ait d'abord un État avant de trouver la solution. Puisqu'on est là depuis des années, on n'a pas. C'est vrai. Il y a une sorte d'injustice, si vous constatez bien. Apparemment, une sorte d'injustice. Donc, pour moi, je me dis que les démarches entreprises par les Palestiniens, c'est tout à fait importante, c'est tout à fait normal qu'il y ait, n'est-ce pas, d'abord l'existence, puisqu'on a vu les motivations. Combien de fois il y a eu des processus de ce vouloir de trouver la solution? Combien de fois il y a eu ce dialogue direct et indirect? Et on n'a toujours pas trouvé de solution. Est-ce qu'on va demeurer ainsi? Non, il faut trouver des solutions, il faut aller de l'avant. Mais puisque les deux États ne veulent pas trouver de solution, la Palestine s'est portée garante, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et demander son indépendance. Pour revenir un petit peu à l'UNESCO et les problèmes financiers auxquels cette instance pourrait faire face, l'UNESCO finance des projets culturels et archéologiques et touristiques dans certains pays, dont l'Égypte. Pensez-vous que ceci va affecter le rôle que joue l'UNESCO dans différents pays, dans différentes régions? L'UNESCO, c'est une grande organisation. L'UNESCO, je crois bien qu'avant de... Oui, mais 63 millions de dollars aussi, c'est une somme énorme. Oui, c'est une somme énorme, comme je vous ai dit au départ. Je vous ai dit, avant d'arriver là, avant d'arriver à cette acceptation de la Palestine dans l'UNESCO, il y a eu d'abord des études. Il y a eu des études de part et d'autre. Je vous ai dit que peut-être d'ici là, nous allons voir que les demandes vont être adressées aux États membres de voir à la hausse leur participation afin que le vide soit comblé. Et nous allons voir également une participation de la Ligue arabe dans ce sens-là aussi. Est-ce que la Ligue arabe ne peut pas aller de l'avant dans sa participation, essayer, n'est-ce pas, de prendre peut-être... Mais en attendant, Monsieur Iyas, pensez-vous que ceci va affecter un petit peu le rôle que jouerait l'UNESCO? Bien sûr, ça peut affecter parce que ce n'est pas du jour au lendemain que l'UNESCO va trouver la solution à ses problèmes financiers. Bien sûr, ça va affecter, nous allons voir ça d'ici. Mais est-ce qu'ils s'attendaient un peu? Bien sûr, ils s'attendaient à ce que cela soit, puisque ce n'est pas la première fois, ils s'attendent à ce que, n'est-ce pas, cela soit ainsi. Et je crois bien que je vous ai dit dans mes propos que c'est un sacrifice effectué par l'UNESCO dans ce sens-là. Et pourquoi est-ce que l'UNESCO a voulu sacrifier pour la Palestine? Parce que l'UNESCO se faisait face à une contrainte. C'est une contrainte, en fait, parce que quand la Palestine dépose, n'est-ce pas, la demande, au niveau de l'UNESCO, il y a des États qui sont là au niveau de l'UNESCO. Et ces États ont également fait la pression à l'UNESCO. Mais non, il faut accepter, il faut aller de l'avant. Si aujourd'hui, ces États menaçaient de se retirer de l'UNESCO,
Ça sera aussi difficile pour l'UNESCO, au lieu d'accepter l'adhésion de la Palestine. Vous voyez bien. Donc, si aujourd'hui les États disent non, si vous refusez que la Palestine soit considérée comme un État membre de l'UNESCO, nous allons nous retirer. Et qu'est-ce que va faire l'UNESCO dans ce sens-là? Donc, c'est un peu ça dans ce sens. Donc, quelque part, l'UNESCO s'est fait face à une contrainte. Et je me dis que le printemps arabe, il ne faut pas négliger ça, le printemps arabe aussi a joué un rôle motivateur dans cette décision de l'UNESCO d'accepter la Palestine Pourquoi ça a donné plus de valeur aux Arabes aux yeux de l'UNESCO? Bien sûr, ça a donné plus de valeur. Et puisque ce sont des organisations qui veulent promouvoir la paix et la démocratie, n'est-ce pas, dans le monde. Mais voilà un État qui veut que les choses aillent de l'avant. Et un État qui demande à ce qu'on puisse le reconnaître. Un État qui veut la paix, un État qui veut l'indépendance, n'est-ce pas, au niveau de l'ONU. Donc, quelque part, l'UNESCO n'avait pas le choix. Pour moi, je me dis que l'UNESCO n'avait pas le choix. L'UNESCO n'avait pas le choix parce que si... Oui, mais excusez-moi, mais avant le printemps arabe, au cas où Israël se serait présenté pour une telle démarche, est-ce que ça aurait été accepté, l'UNESCO l'aurait soutenu, ou le printemps arabe a donné plus de respect aux pays arabes? Le printemps arabe a joué un rôle, comme je vous ai dit, motivateur et stimulateur dans cette décision-là. Donc si aujourd'hui... Et puisque quand on parle de printemps arabe, n'oubliez pas également qu'il y a eu au niveau de la Palestine ces petits soulèvements de la population qui ont dit mais nous on en a marre, on veut qu'il y ait, n'est-ce pas, une réconciliation entre vous pour qu'on essaie d'aller l'avant. Il y a eu aussi ce soulèvement de la population palestinienne. Donc c'est là aussi à motiver, n'est-ce pas, ce vouloir, cette intention. Donc je me dis que le printemps arabe a aussi joué un rôle important dans ces démarches. Et également au niveau même de la position de la France, si vous constatez bien la position de la France. Parce qu'aujourd'hui, si les rues arabes constatent que mais la France, qui prétend, n'est-ce pas, à soutenir le monde arabe, aujourd'hui soutient Israël, vous constaterez que ça sera difficile pour la France. Mais pour les États-Unis, le monde arabe est habitué, les États-Unis sont habitués à toujours... à cette image, n'est-ce pas, que le monde arabe attaqué. Voilà, et la France, dans ce cas, entre le choix de faire plaisir au monde arabe et de faire plaisir à Israël, vous voulez dire que la France a choisi de prendre le côté des Arabes? Bien sûr. Pourquoi? Je vous ai dit que c'est une contrainte. C'est une contrainte, puisque... Mais que voulez-vous dire par une contrainte? C'est-à-dire, maintenant, la France est libre, est un État libre, indépendant. Pourquoi est-ce que la France a choisi, et en politique, on parle plus d'intérêt, finalement, il n'y a pas d'émotion. Pourquoi est-ce que, d'après vous, les intérêts de la France sont plus avec les Arabes en ce moment qu'avec Israël? Puisqu'on parle aussi des intérêts financiers, les intérêts économiques, la France va avoir un rôle, n'est-ce pas, un rôle de premier rang au niveau de ces États arabes, plus précisément la Libye, plus la Tunisie, également l'Égypte et d'autres pays arabes. Donc, et le Qatar aussi qui est là, qui est également un allié privilégié de la France. Donc, je crois que... Donc, c'est une affaire de financement. Qui peut financer plus la France? C'est un peu dans ce sens-là, oui. Et pour sortir un tout petit peu de l'UNESCO, c'est en marge de notre sujet. Les Israéliens sont à mi-chemin entre voter pour ou contre le fait d'attaquer les cibles nucléaires iraniennes. Mais c'est une autre voie, c'est un autre conflit qu'ils ouvrent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? C'est difficile, hein, c'est difficile parce que vous avez en face de vous, à côté d'Israël, la Syrie. Et je me dis que si aujourd'hui l'OTAN ou bien certains membres de la communauté internationale ne sont pas d'accord à ce que la Syrie soit attaquée militairement, c'est à cause de la sécurité d'Israël. Donc qui dit sécurité, qui dit la Syrie voit l'Iran. Donc pour affaiblir le pouvoir syrien, il faut attaquer l'Iran. Mais je me dis que c'est difficile parce que si vous constatez bien, il y a au niveau d'Israël, comme le département, les militaires ne sont pas d'accord avec ce vouloir, n'est-ce pas, de frapper la Syrie. Les militaires ne sont pas d'accord. Oui, mais Israël, est-ce qu'en Israël, ils sont prêts justement pour lancer un autre conflit? Non, mais c'est difficile, hein, c'est difficile. C'est difficile, sinon ça va affaiblir, ça va causer problème au niveau dans la région. Ça va causer... Et que veulent-ils prouver en ce moment? Pourquoi maintenant, à présent? C'est une manière de dire que, voilà, là, maintenant, avec l'adhésion de la Palestine au niveau de l'UNESCO, est-ce que l'Iran aussi ne va pas jouer un rôle important dans ce sens-là? Est-ce que l'Israël hésite? Moi, je voudrais dire que c'est cette démarche de la Palestine qui essaie, n'est-ce pas, de toucher à fond Israël. C'est une démarche qui a beaucoup touché Israël à fond.
Donc l'Israël actuellement est en perte de contrôle. L'Israël veut aller de l'avant. L'Israël ne croyait pas que ça allait être aussi facile pour les Palestiniens, n'est-ce pas, de rassembler, n'est-ce pas, toutes ces voix et aller de l'avant. Donc là, je me dis que c'est encore un moyen, n'est-ce pas, d'essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale. Voilà, l'Israël va attaquer l'Iran et vous allez voir, les États-Unis vont se lever en voix, également la France, également d'autres, l'ONU. Est-ce que l'Israël va attaquer l'Iran? Je me dis que c'est difficile. Hein, c'est un show politique, vous pensez, après la défaite d'Israël face à l'adhésion de la Palestine? C'est un choix politique parce que c'est un show politique, ce que je veux dire. Est-ce que c'est juste pour attirer l'attention? Les Israéliens se sont sentis un petit peu affaiblis ou peut-être humiliés à cause de l'adhésion? C'est pas que c'est l'Israël qui se sent affaibli, mais c'est le gouvernement israélien qui se sent affaibli. Le gouvernement israélien, face à la rue israélienne, veut se faire crédible au niveau de l'Israël. C'est d'où se situe, n'est-ce pas, cette intention, n'est-ce pas, de l'Israël à frapper l'Iran. Vous allez voir des ténors, n'est-ce pas, de ce gouvernement comme Barak ne sont pas tout à fait d'accord avec, n'est-ce pas, cette démarche, ce vouloir, n'est-ce pas, du Premier ministre. Eh bien, je sais qu'il y a beaucoup encore à dire. Merci beaucoup, mais malheureusement, nous devons mettre terme à notre rencontre. Monsieur Odengo Elias, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été parmi les nôtres. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci de nous avoir suivis. Il y a une nouvelle édition de Direct. Au revoir.